Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et voici les titres. Après le déluge hier matin, la grêle qui a fait des ravages notamment dans le Vouvrion, de nouvelles intempéries ce matin, il a beaucoup plu sur des toitures largement endommagées. Conséquence, une centaine d'interventions encore aujourd'hui pour les pompiers, essentiellement dans le secteur de Pernay-en-Bihou et de Vouvray vers nous. Pompage et bâchage au programme, nous serons en Bihou dans un instant. Le mouvement des surveillants pénitentiaires aujourd'hui ras-le-bol de la surpopulation carcérale notamment, mais pas de grève à Tours ni de rassemblement. Pourtant, la maison d'arrêt a atteint des records au niveau de la surpopulation, 230 détenus pour 108 places seulement. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmenons sur le chantier de la LGV Tours Bordeaux, chantier que l'on peut visiter notamment dans le Val-de-l'Indre. Comme si les orages de grêle n'avaient pas suffi hier, c'est la pluie ce matin qui est tombée en forte quantité. Problème, la grêle a fait des dégâts hier, nous vous en avons parlé avec des secteurs sinistrés autour de Vouvray par exemple. On a recensé hier 350 interventions de pompiers en Indre-et-Loire, auxquelles il faut en ajouter plus d'une centaine ce matin pour des opérations de pompage et de bassage de toits endommagés. Reportage en Bihou, autre commune largement touchée, Loïc Blache. Toitures endommagées, vitres de voitures brisées. Ce matin, les stigmates de l'orage de grêle de la veille étaient encore bien visibles en Bihou. Les pompiers ont multiplié les interventions pour bâcher les toitures. À l'entreprise Chavigny, ils venaient réparer un toit littéralement transformé en gruyère par les grêlons. Alors dans l'entreprise, on fait avec les moyens du bord pour protéger le matériel, limiter les inondations et servir les clients. Ce matin, par exemple, on sert au goutte à goutte les clients puisque le magasin est complètement inondé. Donc ça représente un danger pour notre clientèle forcément et puis pour mes collaborateurs bien entendu. On a des bureaux qui commencent où les faux plafonds commencent à tomber petit à petit. Donc c'est là où le danger le plus grand est estimé. Et en attendant de tout remettre en état, un périmètre de sécurité a été mis en place dans le magasin. Un magasin qui ne devrait pas fermer ses portes ni entraîner de chômage technique pour ses 19 employés. Quelques rues plus loin, c'est chez Noël que les sapeurs-pompiers sont venus bâcher le toit. Des dégâts matériels mais qui n'ont pas entraîné d'inondation chez cet habitant. Vous avez beaucoup de dégâts chez vous? Ah ben oui, il y a tout l'avant de la route là, et puis de ce côté-là, ici, et puis au bout, là-bas, le garage au bout. Parmi les victimes, il y a aussi l'école de la commune. Des dégâts qui n'ont pas engendré d'inondation ni empêché l'établissement d'accueillir ses élèves. Mais au final, la facture pourrait quand même bien être salée. À la mairie, on estime à 80% le nombre de ces bâtiments concernés. C'est vraiment inédit, effectivement. Même les plus anciens n'ont jamais vu des grêlons de cette taille. Au niveau de la commune d'Ambillou, Monsieur Ploquin, le maire, a fait un courrier à la préfecture pour justement faire partie de malheureusement demander la catastrophe naturelle, il vaudrait mieux s'en éviter, mais pour justement avoir un dédommagement beaucoup plus important. Car pour la commune, le montant s'élèverait à plusieurs dizaines de milliers d'euros par bâtiment. Et c'est donc hier au petit matin que l'on a recensé les plus gros dégâts, des grêlons gros parfois comme des balles de tennis qui ont particulièrement endommagé la vigne, plus de 2/3 à Vouvray. Une réunion avait donc lieu hier soir en préfecture avec les représentants du monde agricole et du ministère de l'Agriculture. Il n'y aura vraisemblablement pas d'arrêté de catastrophe naturelle, au mieux une procédure de classement en calamité agricole qui ne permet de couvrir les pertes uniquement pour tout ce qui n'est pas assurable. Les récoltes par exemple ne sont pas concernées, si bien que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé des exonérations de charges pour les agriculteurs touchés. Écoutez la réaction des principaux concernés au micro de Guillaume Marc. Il n'y a pas d'actions concrètes qui sont sorties de cette réunion, puisque nous, dans un second temps, il faut quand même arriver à zoner la partie grêlée. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore le faire précisément, donc il faut laisser à la nature quelques jours pour extérioriser vraiment tous les dégâts suite à cet orage de grêle. Et puis après, nous, le travail du syndicat, de moi-même et puis de mes collègues, ça va être de rencontrer les administrations, les banques, les assurances, dans les délais les plus brefs bien sûr, pour voir ce qu'on peut mettre en place pour faire face aux situations les plus critiques. Après avoir constaté les dégâts sur leurs vignes, c'est l'inquiétude qui s'empare de certains viticulteurs de Vouvray. Faute de stock, ils craignent de ne pas pouvoir répondre à la demande l'an prochain. Guillaume Marc. Dans sa cave de Vouvray, Laurent est inquiet. Hier matin, la grêle s'est abattue sur ses vignes et désormais, une épée de Damoclès plane au-dessus de sa petite exploitation. Alors lorsqu'il pense à l'avenir... Vous savez, c'est dur. En fait, moi j'ai pas craqué, mais quand je voyais mes salariés qui pleuraient,
peux vous dire, d'un seul coup, on se dit, merde, ils se sont rendus compte qu'on est tous dans le même bateau et on a intérêt de ramer dans le bon sens, quoi. Ces récoltes assurées, le vigneron devrait être indemnisé. Malgré tout, une chose l'inquiète, perdre sa clientèle étrangère qu'il, faute de stock, ne pourra plus fournir l'année prochaine. États-Unis, Japon, ces marchés internationaux captent pourtant 2/3 de la production de vin tranquille d'appellation Vouvray. C'est super dangereux, c'est 15-20 ans pour certains de commerce régulier où on a pu s'implanter sur certains pays et d'un seul coup ne pas pouvoir les honorer. J'en connais à qui ça arrivait sur la Russie et moi je faisais du commerce avec eux, j'ai sauté avec eux parce qu'eux ne pouvaient plus vendre de bouteilles parce qu'ils n'avaient plus de vin, donc moi j'ai sauté avec eux, quoi. Pour conserver ces marchés, Laurent pourrait rationner ses ventes et garder du stock en réserve pour l'année prochaine. La région Centre, de son côté, se dit solidaire des agriculteurs, pas seulement des vignerons, puisqu'il y a eu des dégâts dans de nombreuses cultures. En Indre-et-Loire, où les secteurs de Cravant-les-Coteaux et de Bourgueil ont été touchés, là il s'agit de vignes principalement, mais également des dégâts dans le Vendemois et dans le Nord-Loirais. Par l'intermédiaire de son président, la région s'engage à débloquer des aides exceptionnelles pour le mois de septembre, au moment des moissons et des vendanges. Il faudra d'abord discuter pour évaluer le préjudice subi. On écoute François Bonneau sur les pistes envisagées. Ça peut être des interventions de soutien financier dans le cadre d'un fonds dédié à cela. Ça peut être également des aides pour prévenir, pour former, pour tout ce qui peut être fait sera fait. Nous sommes très attentifs à cette situation. La viticulture en région est importante. C'est une richesse de notre agriculture, c'est une richesse de notre territoire. Propos recueillis par Michael Briffaut. Dans l'actualité également, la situation des prisons françaises et ce mouvement des surveillants pénitentiaires. Ras-le-bol de la surpopulation carcérale. Les prisons françaises n'ont jamais été aussi peuplées. Ras-le-bol également du manque de moyens et du manque de sécurité. Des rassemblements avaient lieu un peu partout en France, mais pas à Tours. Pourtant, la situation de la maison d'arrêt n'est pas mieux qu'ailleurs. Brian Bock. La maison d'arrêt de Tours ne fait pas office d'exception en termes de surpopulation. Aujourd'hui, au sein du grand quartier de détention, près de 230 personnes y sont incarcérées pour seulement 108 places. Cette prison est donc au double de sa capacité, avec 2 ou 3 détenus par cellule de 10 mètres carrés. Il y a de plus en plus de détenus en France, mais il y a aussi les prévenus en attente de jugement, qui représentent 25%, et qui vont dans les maisons d'arrêt. Les peines longues sont dans les centrales, mais si vous voulez, dans les centrales, vous ne pouvez pas incarcérer plus de personnes qu'il n'y a de place. Donc, le surplus, qui est très important, se retrouve dans les maisons d'arrêt. Et c'est ça qui explique les difficultés de la maison d'arrêt de Tours particulièrement. À ce jour, une 50aine de surveillants travaillent à la maison d'arrêt de Tours. Insuffisant pour les syndicats, il y aurait ainsi seulement un surveillant pour 70 détenus. Tours, c'est effectivement la surpopulation et le manque de personnel. Il est vrai que si on pouvait améliorer les 2 chiffres afin de, rééquilibrer l'équation, pour nous, ça serait plus vivable. Il faut savoir que la sécurité et les conditions de détention pour les détenus sont intimement liées. De meilleures conditions de détention pour les détenus, une meilleure qualité de travail pour les surveillants, de meilleure qualité de travail pour les surveillants, une vie plus simple pour les détenus à l'intérieur des prisons. Manque d'isolation, peinture défraîchie, humidité, la maison d'arrêt de Tours est aussi vétuste. Maître Morin, avocat, s'y rend régulièrement. Il constate cependant que la situation n'est pas aussi désespérée que dans d'autres établissements carcéraux. La maison d'arrêt de Tours est vétuste, mais par rapport aux maisons d'arrêt que j'ai visitées, c'est pas la plus vétuste, hein. Je pense qu'il y a des maisons d'arrêt qui relèvent de l'insalubre. Dans la maison d'arrêt de Tours, on n'est pas dans le registre de l'insalubre, mais il faut que les gens comprennent qu'on n'est quand même pas dans un hôtel 4 étoiles. À Tours, 70% des personnes incarcérées purgent théoriquement des peines de moins de 2 ans. Les 30% restants sont en attente de jugement. Autre mouvement de contestation aujourd'hui, celui des poussins. Il s'agit de ces auto-entrepreneurs qui défendent leur statut face au projet gouvernemental, un projet qui vise à réduire le nombre d'auto-entrepreneurs par un abaissement des seuils. Mouvement national devant les pôles emploi de France. Image ici à Tours dans le quartier des Deux Lions. Et c'est justement le thème de l'invité de la rédaction. Nous recevons ce soir l'un d'entre eux qui dénonce les idées reçues sur ce statut. Rendez-vous donc à la fin de ce journal.
Les commémorations de l'appel du 18 juin, cela fait 73 ans que le général de Gaulle s'adressait aux Français, les appelant à résister face à l'occupant. Aujourd'hui, c'était une cérémonie qui était organisée à Tours sur le rond-point des Français libres, avec la présence notamment d'anciens combattants. Cérémonie qui avait lieu à 11 h ce matin, image signée Guillaume Marc. Le chantier de la LGV Tours-Bordeaux avance. Tout doit être prêt pour 2016, pour une mise en service en 2017. Et ce chantier, eh bien, on peut le visiter. Reportage signé Margot Blanc-L'Œil. Depuis plus d'un an, les travaux de la LGV Tours-Bordeaux ont débuté. Un chantier important pour toute la région et même la France entière. Un défi industriel que tous peuvent aujourd'hui venir découvrir. On a une grande attente de la part des riverains du chantier de la LGV et de toute autre association, groupe de personnes intéressées par les grands chantiers ferroviaires, qui est de comprendre ce qui se passe au quotidien tout près de chez eux. Et donc c'est pour cette raison qu'on a voulu ouvrir les portes du chantier qui est normalement interdit au public puisque dangereux. Accompagné d'un ancien de Réseau Ferré de France, le guide a suivi le projet depuis 15 ans. Avec lui, les visiteurs sauront tout sur la naissance et l'évolution de ces 307 km de ligne. Un projet ambitieux où les touristes pourront apprendre les secrets du chantier. Comme ici, la tranchée butonnée de Vénier. Elle mesure 1,7 km de long et c'est un des plus grands ouvrages de la ligne. À cet endroit, la LGV, quand les trains circuleront sur la LGV, ils franchiront la voie communale sur laquelle je me trouve, l'autoroute A85, la RD 910 et la voie ferrée Tours-Loche. Tout ça en passant en dessous de tous ces axes de circulation. Et prochaine visite demain de 14 h à 17 h dans le Val-de-l'Indre. Renseignez-vous auprès de l'Office de tourisme du Val-de-l'Indre. En bref, le promoteur immobilier ICAD en charge de la réalisation du cinéma de Tours-Nord tend la main au cinéma Les Studios. En accord avec le groupe d'Avoine qui va exploiter ce cinéma, ICAD a proposé aux studios de prendre place dans une, deux, voire même plus de salles. Les studios avaient été scandalisés de voir arriver un nouveau complexe cinématographique. Ils ont 6 mois pour prendre une décision. Le tram de Tours, on vous en parle largement. Eh bien, ce tram intègre dans sa réalisation une dimension artistique. Une exposition est consacrée à cette démarche. Pour la découvrir avant l'inauguration, elle s'appelle 15 km² cette exposition et c'est à voir dans le péristyle de l'hôtel de ville de Tours. Anaïs Michaud. 15 km², tout est dit. Le tram de Tours, ce n'est pas seulement 15 km de ligne, mais aussi 500 mètres de part et d'autre. Un ensemble qui a été pensé pour la première fois de façon globale. On ne dessine plus des véhicules et on ne dessine plus des stations. On dessine quelque chose de commun. Et puis, on a un travail de façade à façade. Donc, comment l'encombrement de la ligne va jusqu'au bâtiment. Tout ça doit avoir une véritable cohérence, comme la conception urbanistique d'un territoire nouveau. 15 km² d'émotion, une émotion qui passe par l'art. Le tram et les stations sont siglés Buren à travers les fameuses bandes noires et blanches. Mais les œuvres vont bien au-delà, avec 7 autres installations qui viennent ponctuer la ville et transformer notre façon de l'appréhender. Quand on va prendre son train à Tours et qu'on va venir du train pour le tram ou du tram dans le train, on va passer à travers une nouvelle, un nouveau hall qui est presque terminé et qui change aussi complètement cet aspect qu'on connaissait de cette rue et de la gare de Tours. Outre le travail visuel, l'exposition nous apprend que le tram a fait l'objet d'une création sonore. C'est une ville qui a un rythme, qui a une vitalité et il fallait rendre ça. J'avais pas envie d'annonces sinistres et tout ça, donc j'ai fait des auditions et j'ai trouvé une jeune fille qui a eu son premier prix au conservatoire, qui est à la fois chanteuse et comédienne et qui va vous dire et chanter le nom des stations. Bientôt, en plus de la Loire, les espaces verts et le patrimoine bâti, Tours sera doté d'un 4e paysage, le tramway. Pour en connaître toutes les subtilités, rendez-vous dans le péristyle de l'hôtel de ville jusqu'au 2 octobre. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve en compagnie de l'invité de la rédaction.